Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur i24 News pour un nouveau numéro des décrypteurs, tous les jours à 18h heure locale, heure israélienne, une heure pendant laquelle nous allons analyser et décrypter l'information de ce mardi 16 juin. Alors avant que l'on parle de ce qu'il se passe ici dans le monde et en Israël, j'avais envie de vous parler de Daria Safai. C'est une députée belge d'origine iranienne et hier, elle était dans le stade de Los Angeles aux États-Unis où il y avait le match de football dans le cadre du mondial qui opposait l'Iran et la Nouvelle-Zélande, une rencontre qui s'est d'ailleurs soldée par un match nul 2-2 et Daria Safai dans les tribunes, vous la voyez, elle a fait flotter et elle a brandi fièrement le drapeau iranien pré-révolutionnaire du lion et soleil, alors que c'était pourtant interdit par la FIFA qui ne souhaite pas l'introduction dans les stades de symboles ou messages politiques susceptibles de provoquer des tensions lors des compétitions internationales. Daria Safai s'est pris en photo, elle s'est filmée et elle revendique son geste en le présentant comme un acte symbolique de soutien aux opposants au régime iranien et elle l'assure, aucun drapeau idéologique ne peut remplacer notre lion et soleil. Elle portait aussi un t-shirt avec le visage d'une jeune iranienne tuée par les autorités de Téhéran en janvier dernier. Alors ça peut paraître un petit peu anodin comme geste, mais ça montre que les Iraniens, au fond, n'ont pas perdu espoir de voir leur pays libre du régime des mollahs et ce malgré cet accord trouvé entre Washington et Téhéran. Et voici les titres que nous allons évoquer ce soir. J-3 avant la signature de l'accord convenu entre les États-Unis et l'Iran, Donald Trump promet que Téhéran s'est engagé à ne jamais acquérir l'arme nucléaire. Pourtant, le patron de la CIA doute des intentions nucléaires justement de Téhéran. Le régime des mollahs qui assure de son côté que la fin de la guerre ne sera complète qu'avec le retrait d'Israël des territoires occupés au Liban. Selon eux, toute attaque israélienne ou présence israélienne sur le territoire libanais sera considérée comme une violation du protocole d'accord selon le régime des mollahs. La question du Liban qui, selon Donald Trump, devrait être traitée par la Syrie, puisque selon le président américain, la Syrie ferait un meilleur travail qu'Israël pour s'occuper du Hezbollah, selon les mots du président américain qui continue donc de critiquer la conduite des opérations israéliennes au Liban. Donald Trump qui assure même que sans lui, il n'y aurait pas d'Israël, tout simplement. Et le sommet du G7 qui se poursuit à Évian en France, une deuxième journée marquée par les développements évidemment au Moyen-Orient et par cet accord entre Washington et l'Iran. Et j'accueille sur ce plateau nos décrypteurs du jour. Anna Felous, on commence avec vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes chroniqueuse. Miri Maman, les femmes obligent, journaliste à i24 News, rédactrice en chef également. Bonsoir, et Daniel Abitbol, vous êtes auteur et chef d'entreprise. Merci à vous d'être présent ce soir. On va commencer par ces déclarations de Donald Trump, le président américain qui l'assure. L'Iran s'est engagé à ne jamais acquérir l'arme nucléaire. Le président américain vante les mérites de cet accord trouvé avec Téhéran qui doit être signé, on le rappelle, vendredi. Donald Trump qui affirme aussi que les États-Unis vont récupérer le matériel nucléaire en Iran sans fournir davantage de détails sur les modalités de cette opération. On écoute le président des États-Unis. Le seul fait notable, et franchement le seul qui compte vraiment pour moi, c'est que l'Iran ne possédera jamais l'arme nucléaire. Le pays l'affirme haut et fort. Ils ne la développeront pas, ils ne l'achèteront pas, ils ne l'utiliseront pas. Et s'ils le faisaient, les conséquences seraient inimaginables. Non pas des conséquences mineures, je ne vous les décrirai même pas. Cela étant dit, j'espère que nous aurons d'excellentes relations. Mais le plus important, c'est qu'ils ne posséderont jamais l'arme nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de signer. Alors, si le contenu même de cet accord pré-signé dimanche n'a pas encore été dévoilé, le vice-président américain assure que Donald Trump pourrait décider de rendre public cet accord avant même la cérémonie officielle prévue ce vendredi. Dans une interview, J.D. Vance promet que les avoirs gelés de l'Iran ne seront débloqués que si le régime des mollahs respecte les termes de cet accord. On écoute. L'accord stipule qu'ils ne recevront pas un seul centime d'argent américain. Ce n'est tout simplement pas le cas. Ce que l'accord stipule, Sean, c'est que si les Iraniens se comportent bien, si les sanctions sont allégées et si l'Iran est intégré à l'économie mondiale, nous inviterons d'autres pays, pas nous, mais d'autres pays à investir dans leur pays. C'est tout à fait acceptable, mais seulement s'ils respectent les termes de l'accord.
Et on prend la direction de Washington où nous attend notre correspondant Antoine Lard. Antoine, bonjour. Alors Donald Trump a beaucoup de déclarations où il vante les mérites de cet accord, mais le président américain a aussi des déclarations cette fois plutôt houleuses contre Benjamin Netanyahou. Oui, des mots très durs de Donald Trump contre Benjamin Netanyahou. Trump qui est à Évian au sommet du G7 et en marge d'une réunion bilatérale, il s'est exprimé sur Israël en critiquant en fait la conduite des opérations de l'État hébreu au sud Liban. Donald Trump dit notamment: vous n'avez pas besoin de détruire tout un immeuble à chaque fois que vous cherchez quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de monde qui habite dans ces immeubles. Il dit: j'avais une très bonne relation avec Bibi, mais il doit se montrer plus responsable vis-à-vis du Liban. Et Donald Trump fait également cette déclaration assez surprenante. Il dit que si Israël n'est pas capable de gérer de faire le travail avec le Hezbollah sans tuer tout le monde, eh bien la Syrie pourrait s'en occuper. Elle ferait du meilleur travail selon Donald Trump. Alors ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump fasse ses remarques devant les caméras. On savait que depuis plusieurs semaines, les relations étaient très tendues entre Netanyahou et Donald Trump. Les deux alliés n'ont plus les mêmes objectifs. Il y a d'un côté un Donald Trump qui veut à tout prix sortir de la guerre, qui veut à tout prix conclure cet accord avec l'Iran. Il veut tourner la page, passer à autre chose, alors que en face, Benjamin Netanyahou, lui, estime qu'il faut finir le travail avec le Hezbollah au Liban. Et jusqu'ici, Donald Trump faisait savoir qu'il n'était pas d'accord, pas content même parfois avec Benjamin Netanyahou, mais il s'arrangeait pour le faire de façon indirecte, en faisant fuiter des déclarations dans la presse. Là, il expose ces divergences clairement devant les caméras. Il réprimande même Benjamin Netanyahou devant les caméras. On voit que Donald Trump est à bout de patience finalement avec le Premier ministre israélien, et ces déclarations montrent aussi une forme de nervosité chez Donald Trump. Il y a chez lui la crainte que les opérations d'Israël au Liban fassent dérailler le processus de paix qu'il a enclenché et cet accord qui doit être formellement signé vendredi avec l'Iran. Merci beaucoup Antoine Lard en direct de Washington. Est-ce que, on va commencer avec vous Anna, est-ce que vous pensez qu'on peut toujours dire que Benjamin Netanyahou et Donald Trump sont les meilleurs amis, les meilleurs alliés? C'est ce qu'ils disent tout le temps en fait. Dans une famille, on est ensemble, on est unis, on s'aime, mais on se dispute. Et c'est un petit peu la situation aujourd'hui finalement. On partage un objectif à peu près commun, mais la manière d'y arriver ou finalement la finalité n'est plus la même ou diverge. Et en fait, forcément, il y a toujours des disputes dans les bonnes familles. Et je pense qu'on en est là. Et c'est pas forcément très grave. Ça permet aussi à Israël de prendre un petit peu son indépendance pour sa propre survie. Et c'est peut-être pas plus mal aussi de faire savoir quels sont les intérêts d'Israël et à quel point, en fait, on peut être d'accord sur certaines choses, mais il y a des choses sur lesquelles Israël ne transigera pas. Daniel, vous êtes d'accord avec les propos d'Anna? Il faudrait qu'Israël prenne un petit peu son indépendance face aux États-Unis? De toute façon, là, il n'y a pas le choix. Si Benjamin Netanyahou retirait les troupes du Liban, ça me paraîtrait totalement inconcevable. Il y a zéro chance que ça arrive. Le gouvernement exploserait dans la seconde et il perdrait les élections. Donc, c'est assez simple là-dessus. Les engueulades entre Trump et Netanyahou ne sont pas récentes. Elles remontent même au précédent mandat de Trump. Et de toute façon, ils n'ont pas d'autre solution que de se disputer. Est-ce que c'est une vraie dispute? Est-ce que c'est une dispute en public pour laisser faire les choses par derrière? J'en sais rien. Je pense qu'en réalité, la guerre n'est pas terminée. Elle va continuer différemment. On a été au bout de ce qu'on pouvait faire par les bombardements et par les destructions. Et elle va probablement se continuer des trois côtés, du côté israélien, du côté américain et du côté iranien, par le Mossad, la CIA, les agents de la République iranienne à droite à gauche, au Liban, etc. Donc on va ouvrir probablement une deuxième phase de stabilisation d'un côté, de réarmement du Hezbollah. La guerre est loin d'être terminée. Ça veut dire que vous pensez que cet accord qui paraît très beau, que ça va être signé vendredi, vous pensez qu'au fond, il va quand même y avoir toujours ces éliminations et plutôt ciblées donc en Iran ou que ce soit au Liban, c'est loin d'être terminé? Pas forcément des éliminations ciblées, mais oui, des attentats, on ne saura pas d'où ils viennent, des explosions, des destructions d'usines, mais qui ne viendront pas des airs, qui viendront d'ailleurs. On ne saura pas trop comment c'est arrivé. Mais en fait, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire, à moins d'attaquer les infrastructures civiles de l'Iran et de les priver d'électricité, de pétrole, d'eau, ce qui
me paraissait quand même excessif pour l'instant. Face à cette mainmise qu'a un petit peu Benyamin Netanyahou face aux États-Unis, est-ce que vous pensez que le Premier ministre israélien peut aussi se lever un matin et dire voilà, stop, on arrête, et Israël reprend un petit peu de sa supériorité ici dans la région? C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait dimanche en tapant dans un quartier de Beyrouth. Il l'a fait et la question, elle est de savoir maintenant, donc il a été dit que les Américains avaient été mis au courant, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont vraiment au courant? Est-ce qu'ils ont été mis au courant quand c'était déjà en route vers Beyrouth? On ne sait pas tellement les choses, mais finalement, il y a quand même des moments où on se dit Israël est là et Israël tape. Et il n'y a pas besoin de l'accord des Américains. Pardon, je vous trouve très optimiste. Vous savez. Moi, j'écoute les Israéliens dans la rue, j'écoute les Israéliens qui s'expriment dans les médias israéliens. Je ne parle pas des politiques, je ne parle pas des sécuritaires. Ils sont aujourd'hui extrêmement inquiets. Ils se rendent bien compte que Donald Trump a lâché Israël. Et il n'y a pas d'autre mot. Je dirais, c'est peut-être une dispute, et des frères se disputent dans une même famille, mais des frères peuvent ne plus se parler, peuvent se faire la guerre, peuvent se disputer un héritage. Je ne dis pas que c'est le cas. Pas aujourd'hui, surtout qu'avec Donald Trump, c'est pas, à mon avis, personnel contre Benyamin Netanyahou. On l'a vu avec Volodymyr Zelensky et avec d'autres alliés. Mais aujourd'hui, les Israéliens lambda pensent évidemment aux élections, mais c'est même pas ça, parce que c'est même pas pour pointer du doigt ou pas Benyamin Netanyahou. L'inquiétude aujourd'hui, c'est si demain Donald Trump décide qu'il faut retirer les troupes du Liban, parce que sinon l'Iran ne signera pas, parce que on va en reparler, mais c'est un protocole d'accord là, c'est pas l'accord. L'accord, il est dans 60 jours, dans 2 mois, et l'Iran peut encore refuser le côté nucléaire, etc. Et à ce moment-là, Donald Trump risque de mettre une pression très importante sur Benyamin Netanyahou. Et aujourd'hui, peu d'Israéliens croient que Benyamin Netanyahou pourra lui tenir tête jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, on voit déjà que les opérations dans le sud Liban ont diminué, mais d'une manière drastique. Et ce n'est pas uniquement les habitants du Nord qui entendent beaucoup moins, évidemment, les avions et les tirs, mais aussi des soldats qui en témoignent sur le terrain. Et c'est inquiétant parce qu'effectivement, le travail n'est pas terminé et que le Liban, il n'est pas à la porte des États-Unis, il est à la porte d'Israël. Et donc, en plus, avec toutes ces déclarations, ça fait un peu quand même, on sent que le Premier ministre Benyamin Netanyahou est un petit peu humilié. Là, rien que cet après-midi, il y a eu des dizaines de déclarations qui sont quand même très contre Benyamin Netanyahou. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction du Premier ministre israélien. Il y a une chose qui m'étonne, c'est que dans tout ce qu'on a entendu, le président libanais, on ne l'a pas entendu parler. Et je doute qu'il ait envie qu'Israël se retire. Qu'Israël arrête de bombarder, oui, je pense que ça serait quelque chose de bien pour lui. Mais qu'Israël se retire, ce serait une victoire pour le Hezbollah qui se réarmerait dans la foulée, qui du coup menacerait, ce qu'on avait dit l'autre fois, le gouvernement libanais. Je pense que cette voix-là va commencer à parler. Là, l'accord s'est fait en quelques jours. Il va y avoir les sunnites, donc l'Arabie saoudite, probablement la Syrie et le Liban, qui ne sont pas les grands amis du Hezbollah, qui vont probablement intervenir en coulisses. On verra. Et même si vous avez raison, je suis d'accord. On verra quel poids ils auront face à un accord qui risque de ne pas être signé à cause de la présence d'Israël. Mais ça, c'est Donald Trump. C'est pas dans les mains d'Israël, malheureusement. Le vrai problème, en fait, c'est qu'on ne sait pas. En fait, c'est un accord qui dit qu'on va être d'accord. Et donc, en fait, finalement, sur quoi on est d'accord, on ne sait pas. Et j'ai envie de garder espoir et que Donald Trump, en fait, tient sa parole et qui dit, en effet, oui, l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire, l'Iran s'engage à faire ci, à faire ça. Est-ce que, dans les faits, peut-être qu'ils ont dit oui, et c'est un leurre des Iraniens, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire demain, ou vouloir faire plutôt? C'est encore une grosse question. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est pas que je m'inquiète pas, je suis très inquiète, mais pour l'instant, tant que je ne sais pas de quoi est fait l'accord, je ne peux pas dire c'est catastrophique. Je suis inquiète. En tout cas, pour Donald Trump, c'est un good deal. Il vante cet accord, évidemment. Mais Miri, en interne aux États-Unis, il n'y a pas le même son de cloche. Non, effectivement, selon le média américain Axios, qui est toujours très bien informé, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a émis auprès de Donald Trump un doute sérieux sur la volonté réelle de l'Iran de faire des concessions sur son nucléaire. Il y aurait un écart très important entre les positions publiques des responsables iraniens du régime et ce qu'ils disent
s'ils se disent en privé, ce sont les renseignements américains qui le disent. John Ratcliffe ne serait d'ailleurs pas le seul à émettre des doutes au sein de l'équipe de Donald Trump au cours des discussions internes avant l'annonce de cet accord à venir. Le secrétaire d'État Marco Rubio et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth auraient tous les deux exprimé en interne des réserves importantes sur la solidité de cet accord proposé. Alors l'article d'Axios révèle qu'il y a une véritable fracture au sein même de cette administration américaine. Il y a d'un côté les partisans de cet accord qui sont en fait des partisans de non-intervention américaine ou de la fin de l'intervention américaine. C'est Vance, Witkoff et Kushner. Et de l'autre, il y a les responsables de la sécurité nationale, on l'a dit, Ratcliffe, Rubio et Hegseth, qui doutent que l'Iran respecte ses futurs engagements. Ils disent que l'Iran est habitué au mensonge et à endormir, à gagner du temps. La CIA et le département d'État américain ont d'ailleurs refusé de commenter l'information, c'est important de le dire. Pour Israël, cette information est importante puisqu'il s'aligne, le directeur de la CIA, sur les craintes israéliennes. Qui ont justement peur de cet accord. Il faut dire aussi que la question justement du nucléaire, c'est loin d'être réglé justement dans cet accord. Et oui, parce que justement, on disait tout à l'heure, on ne sait pas ce qu'il y a dans cet accord. En tout cas, il faut dire que l'administration américaine parle d'un protocole d'accord. Ça veut dire que ce n'est pas l'accord final. Ce protocole signé électroniquement dimanche sera signé, on l'a dit, vendredi à Genève, et il vise à prolonger le cessez-le-feu actuel, en fait, ce qu'il y a aujourd'hui sur la table, et à lancer 60 jours, en tout cas ce qui concerne le nucléaire, je parlais, et donc de lancer des négociations pendant 60 jours. Et c'est dans ces 60 jours-là que tout va se produire. Dans le cadre de ces futures discussions, le régime, on l'a dit, a affirmé que jamais il n'aurait la bombe nucléaire, que jamais il va développer l'arme nucléaire, sauf qu'il l'avait déjà fait bien avant et à plusieurs reprises. Les opposants internes à l'accord, au sein même de l'administration américaine, estiment que Téhéran ne signera probablement pas un accord nucléaire conforme aux exigences américaines, donc ce qu'attend Donald Trump, et qu'en attendant, il va bénéficier davantage que les États-Unis de ce protocole. On le voit avec la levée du blocage d'Ormuz, avec sans doute peut-être un certain dégel des avoirs iraniens pendant ces 60 jours. C'est important de le dire. Pour l'instant, il n'y a aucun accord sur le nucléaire iranien. Ça viendra plus tard. Et puis aujourd'hui, le Hezbollah qui a annoncé que l'Iran s'était engagé à inclure le Liban dans cet accord, sinon il ne signera rien sur le nucléaire iranien. Ça aussi, ça peut nous inquiéter. Donc c'est encore loin d'être signé. Daniel Abitbol, ça veut dire que quand on entend les déclarations de Donald Trump qu'on a passées au début de cette édition, quand il assure, je cite, que l'Iran a accepté de ne jamais avoir l'arme nucléaire, ça veut dire que Donald Trump joue un jeu face au G7, face aux pays, aux responsables occidentaux, où il se ment à lui-même. C'est un jeu, il y a une stratégie derrière. Il joue le jeu qu'il a toujours joué. Il a fait exactement la même chose avec l'Ukraine et la Russie. Il essaye de régler tous les problèmes en 30 secondes. Enfin, j'exagère, en 30 secondes, en quelques jours. Et puis quand il voit qu'il n'y arrive pas ou qu'il a été au bout de ses possibilités, il dit c'est formidable, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, et il passe à autre chose. Puis derrière, les choses continuent. C'est pour ça que je pense que derrière, Israël et le Liban, ça continuera. Il y aura des guerres souterraines. Et je ne vois pas l'Iran recommencer à bombarder Israël, parce que là, les Américains seraient obligés de rentrer. Donc, et puis, il y a 60 jours. Donc, le retrait, de toute façon, n'arriverait pas avant 60 jours. En 60 jours, il peut se passer plein de choses. Alors, Donald Trump qui multiplie donc les déclarations. Remarquez que ce soit sur Israël, le Liban et le Hezbollah, le président des États-Unis assure que sans lui, je cite, il n'y aurait pas d'Israël. Tout simplement, il critique aussi la conduite des opérations israéliennes au Liban. Et pour Donald Trump, eh bien, il faudrait que la Syrie s'occupe du Hezbollah et non Israël, puisque le travail serait plus efficace. Selon lui, on l'écoute. J'ai suggéré à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah, parce que pour être honnête, je pense qu'il ferait un meilleur travail. Si Israël ne peut pas s'en charger sans tuer tout le monde, alors la Syrie s'en chargera. Nouvelle déclaration, difficile de comprendre. Donald Trump, Myri, quoi penser de ces déclarations du président américain? À part dire Donald Trump a fait du Donald Trump, on peut dire que ça peut être un mauvais signal à Israël. Cela veut dire que Donald Trump estime qu'Israël a sans doute échoué face au Hezbollah et que la Syrie pourrait faire mieux. Alors évidemment, on doute que la Syrie puisse faire mieux qu'Israël face au Hezbollah, c'est une évidence. Mais en tout cas, ça peut laisser entendre que Donald Trump, à un moment, demandera à Israël de se retirer du Sud-Liban pour permettre la signature d'un accord avec l'Iran.
Alors justement, Myri, il semble que les services de sécurité israéliens soient justement mécontents de la gestion par le gouvernement justement de ce dossier libanais. Oui, au sein de l'appareil sécuritaire israélien, c'est une frustration qui est très importante. En tout cas, si l'on en croit les sources qu'on lit dans les journaux israéliens, selon les responsables sécuritaires qui ont été interviewés, le Hezbollah a subi des coups extrêmement durs. On le voit financièrement, politiquement, sur le terrain. Beaucoup de têtes sont tombées du côté de l'organisation terroriste. Et ce que reproche l'appareil sécuritaire, c'est que ça n'est pas traduit ensuite par des actes politiques, des actes diplomatiques. Ils disent par exemple qu'on aurait pu envoyer des personnes plus importantes négocier un accord avec le gouvernement libanais qui aujourd'hui, comme vous le disiez, était plutôt favorable à faire tomber le Hezbollah avec l'aide d'Israël. Et donc ils estiment, comme par exemple après Gaza, où on n'a pas été jusqu'au bout, en Syrie, bon là c'est quelque chose de statique, mais en tout cas avec l'Iran on n'a pas été jusqu'au bout. Ils craignent qu'avec le Liban, le gouvernement israélien ne soit pas assez dur face à Donald Trump et laisse encore une fois les acquis se dégrader avec un retour du Hezbollah. Ça veut dire quoi, Nafelous, selon vous, pour la suite des négociations qu'il y a quand même entre Beyrouth et Jérusalem? Je crois que le prochain round, ça va être le 22 juin, il me semble. Ça veut dire quoi pour ces négociations? Ça veut dire qu'en fait, il y a une avancée. Ça veut dire que le Hezbollah n'est peut-être encore majoritaire, mais en tout cas, il est contesté au Liban. Il y a une vraie volonté du gouvernement libanais de se débarrasser du Hezbollah et de travailler avec Israël pour une paix durable. Maintenant, la question, elle est de savoir est-ce qu'ils en ont la possibilité dans les faits de vraiment négocier avec Israël? Je ne suis pas sûre. Est-ce que la guerre civile n'est pas à un fil au Liban? Je suis pas très confiante en fait sur la situation ou la stabilité au Liban. Et c'est pour ça que je suis pas sûre. C'est bien pour la photo en fait ces négociations. Je suis pas sûre que dans la pratique ça veuille dire grand-chose. Alors, on le disait, il y a le ministre iranien des Affaires étrangères qui a affirmé que cette fin de la guerre et cet accord sera, on le disait avec Myri aussi, uniquement s'il y a vraiment le retrait des forces israéliennes du Liban. Il y a l'armée israélienne qui a mené de nouvelles frappes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tsahal envoie quand même un message à Téhéran, envoie aussi un message à Washington peut-être? C'est un message réciproque, c'est-à-dire c'est le seul point où il y a encore des combats. C'est le seul endroit où il y a encore des combats. Il suffit de dire à Israël et à l'Iran, vous arrêtez pour que chacun continue, pour que ça fasse tout casser. Et les deux ont intérêt, justement, c'est comme un ado qui veut vous ennuyer. Vous dites, il faut surtout pas toucher à ça. Le premier truc qu'il fait, c'est il y va. Et c'est exactement ce que font les deux. Ils mettent des choses impossibles à réaliser pour que ça ne s'arrête pas. Il suffit de dire à Israël, vous allez arrêter de bombarder, et puis ils bombardent. Et à l'Iran, l'Iran dit qu'il faut que le Hezbollah soit tranquille et qu'Israël se retire, ce qui est inimaginable. Mais comment être sûr justement que les intérêts israéliens vont être véritablement servis dans ces accords, alors qu'on a vu que l'accord entre Washington et Téhéran, Israël est complètement mis de côté. Donc comment prendre réellement au sérieux ces négociations? Alors, Myri me dit souvent que je suis un optimiste. La guerre n'est pas une capitulation absolue comme on l'a connue avec le Japon ou l'Allemagne, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus dénigrer tout ce qui a été fait. Rappelez-vous la situation il y a 3 ans, il y avait 90 000 à 200 000 missiles de différentes tailles du Hezbollah pointés sur Israël, il y a un Hamas qui a fait ce qu'il a fait, qui n'est plus capable de le faire, et il y avait l'Iran qui avait des milliers de missiles. Les capacités ont été entamées de 60 à 85% selon les endroits, les chiffres, etc., voire 100% dans les cas de missiles venant de Gaza. On ne peut pas nier qu'il y a eu une victoire de ce côté-là d'Israël militaire. Le problème d'Israël, ça a souvent été de transformer les victoires militaires en victoires diplomatiques. Ça a toujours été compliqué, surtout, disons, depuis une vingtaine d'années. D'accord ? On est là-dedans, mais il ne s'est pas rien passé. Il est possible que le programme nucléaire iranien reprenne, il va reprendre sur 10, 20, 30 ans. Là-dessus, Trump, il a raison. On n'a pas de garantie, il faut aller le chercher. Vous vous rappelez, c'est le débat qu'on avait eu. D'ailleurs, c'est ce que disent tous les commentateurs, c'est OK, comment on va faire ? Et là, bonne chance. Donc ça veut dire qu'en fait, on a mis cette guerre en pause et ça pourrait repartir... On l'a mis en pause parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'aller plus loin, à moins de mettre des troupes au sol. Et ça, c'est les faits qui ont dicté cet accord. Ce n'est pas une volonté comme ça, uniquement comme ça. Juste pour préciser, les responsables sécuritaires qui ont déclaré que le gouvernement ne transformait pas les succès militaires, c'est exactement ce qu'ils disent. Ils disent
Nous, on a avancé, on a beaucoup gagné sur le terrain, et il aurait suffi de prendre plus au sérieux les négociations avec le Liban pour transformer cette victoire en une paix qui aurait marginalisé complètement le Hezbollah. Et c'est ça que les sécuritaires attendent aujourd'hui, c'est que toutes les victoires, et il y en a eu beaucoup, au sol soient traduites. C'est comme pour Gaza. À Gaza, il n'y avait pas de plan d'après-guerre, et c'est sans doute ça qui a manqué à Israël pour marquer la victoire de Tzahal. C'est pas une victoire totale dans le sens les ennemis sortent le drapeau blanc, mais en tout cas que ce soit traduit par un changement politique dans ces pays-là pour que ce soit plus favorable à Israël. Donc il y a donc ces négociations qui sont quand même toujours en cours entre Beyrouth et Jérusalem. Ça se passe aux États-Unis. Le prochain round, ce sera donc le 22 juin. Et on attend donc cette signature d'accord, cette fois entre Washington et Téhéran. Ce sera vendredi. On marque une courte pause et on revient tout de suite pour la seconde partie des décrypteurs. Restez avec nous. Non, les lunettes. Là, vous touchez le fond, hein? Ah, mais vous êtes chez Direct Assurance. Alors, vous n'avez aucun frais à avancer chez nos 3700 opticiens partenaires. Vous avez choisi Direct Assurance, vous avez assuré. Voici Denis. Denis va tester un véhicule équipé d'un airbag Takata présent dans de nombreux véhicules. Lorsqu'un airbag Takata est défectueux, il peut vous blesser, voire vous tuer au lieu de vous protéger. Denis, lui, n'a pas changé son airbag Takata. Vous, n'attendez pas. Airbag Takata défectueux, le danger est réel. Son remplacement est gratuit. Vérifiez immédiatement si votre véhicule est concerné sur le site airbagtakata.fr. Vous rêvez de soutenir Israël d'une manière unique et enrichissante? Rejoignez Sarel, le programme de volontariat civil en base militaire israélienne. De quelques jours à plusieurs semaines, participez à des tâches essentielles et vivez une expérience inoubliable. Découvrez Israël sous un nouvel angle, créez des liens durables et contribuez directement au soutien du pays et de ses soldats. Devenez volontaire, faites la différence. Inscrivez-vous via notre site internet. Les salades sont ici, brocoli. Bonjour, pardon. Excusez-moi. Vous n'étiez pas au courant? Le thème, c'était les légumes. On a fait une visio à ce sujet. J'ai raté la visio. J'ai eu une coupure internet chez moi. Parce que là, niveau nutritionnel, le hot dog, c'est pas top. Il y a quand même de la salade. Désolée. Sinon, chez SFR, pas de problème. Avec un temps garanti, vous basculez votre connexion en 4G en cas de coupure. Ah, c'est pas mal ça. SFR, on s'engage pour vous. Au-delà des lieux saints, où dans le monde des enfants apprennent-ils encore à l'école la langue originelle de Jésus? La réponse pourrait vous surprendre, ici même, dans les écoles du nord d'Israël. Voici la communauté chrétienne d'Israël, une histoire de réussite portée par des défis grandissants. Cette communauté ne survit pas, elle s'épanouit. Des sommets académiques aux chercheurs pionniers jusqu'à la Cour suprême. Mais ces dernières années, ce récit de succès a connu de nouveaux défis. Dans les rues de Jérusalem, les actes de violence contre le clergé se multiplient de manière préoccupante. Quelques 155 incidents recensés en un an. Ces agissements, l'œuvre d'une infime minorité extrémiste, suscitent une vive inquiétude au sein d'une communauté pourtant pleinement intégrée à la société israélienne. La police intervient contre chaque acte d'extrémisme et 77% des Israéliens condamnent fermement les attaques visant les chrétiens. Avec un envoyé spécial dédié au monde chrétien et un fort sentiment d'appartenance partagé par la majorité de la communauté, Israël démontre que liberté religieuse et égalité des chances peuvent avancer ensemble.
Merci de nous retrouver pour la seconde partie des décrypteurs, toujours en compagnie d'Anna Felous, Myriam Aman et Daniel Abitbol. Autre sujet, évidemment, c'est le sommet du G7 qui se poursuit en ce moment en France, à Évian. On va retrouver depuis nos studios parisiens notre correspondante, Anna Papiachvili. On est ravis de vous retrouver, Anna. Alors, la question, évidemment, du Moyen-Orient a été très largement évoquée aujourd'hui, Anna. Oui, le Moyen-Orient océan occupe une place très particulière dans l'agenda des chefs d'État et de gouvernement de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni. Donc à ce sommet du G7, ils se sont retrouvés pour un déjeuner de travail justement consacré aux crises dans cette région, avec aussi l'Égypte, les Émirats arabes unis et le Qatar, puisque ces pays ont contribué à la médiation qui a abouti à cet accord entre Washington et Téhéran. Ils étaient présents aussi à la table des discussions, puisque de nombreuses questions demeurent en suspens sur la mise en œuvre de cet accord cadre justement entre les États-Unis et l'Iran, s'agissant par exemple des conditions de circulation concernant le détroit d'Ormuz, dont le président américain, présent sur place, a assuré qu'il serait complètement ouvert vendredi. De leur côté, comme toujours, Paris et Londres poussent pour envoyer une mission de sécurisation dans ce détroit. Les navires français pourraient être sur place avant la fin de la semaine. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Mais de son côté, Donald Trump réagit toujours un peu de la même manière. Thanks, but no thanks. Merci, mais non merci. Il semblerait que le président américain pense avoir tout réglé avec Téhéran. Néanmoins, on ignore encore si c'est Donald Trump lui-même ou son numéro 2, J.D. Vance, qui signera cet accord, donc ce vendredi, cette fois-ci à Genève. Et il y a aussi le dossier ukrainien qui a été évoqué aujourd'hui, Anna. Alors maintenant que cette affaire de l'Iran est réglée, nous allons nous concentrer sur cela. Voilà la déclaration du président américain Donald Trump lors d'une réunion bilatérale. C'était ce lundi avec le président français Emmanuel Macron. Le président américain a déclaré justement avoir eu de bonnes discussions, que ce soit avec Volodymyr Zelensky ou Vladimir Poutine. C'était dimanche, évidemment, séparément. En tout cas, les pays du G7 se sont mis d'accord pour augmenter la pression sur la Russie, par exemple en sanctionnant le pétrole et le gaz. Par ailleurs, ce mardi, le locataire de la Maison-Blanche s'est dit prêt à rétablir les sanctions contre le pétrole russe. Nous avions suspendu des sanctions parce que nous ne voulions évidemment pas pénaliser les États-Unis, a dit Donald Trump, mais nous serons bientôt en mesure de le réintroduire parce que le pétrole coule à flot désormais. Voilà ce qu'il a déclaré donc ce mardi, peu après sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pendant ce sommet du G7 qui se déroule en ce moment même à Évian, en France. Merci beaucoup, Anna, en direct de nos studios parisiens. À quoi il aurait ressemblé ce sommet du G7 s'il n'y avait pas eu cet accord annoncé entre Washington et les États-Unis, Anna, peut-être? Le festival des bénés. C'est comme ça que je le vois en fait. C'est celui qui aura la meilleure solution pour un conflit dans lequel ils n'ont pas été inclus, ils ne sont pas concernés, ou très peu, ou indirectement en tout cas, et qui semble en fait savoir tout mieux que tout le monde sans vraiment vraiment savoir. C'est comme ça que je le vois. Daniel? Je suis assez d'accord. J'allais dire, quand Trump va partir, il va nous manquer. Ça sera moins rigolo. Il y aura moins de déclarations. Il y aura moins de travail. En général, c'est assez soporifique, les G7. C'est vrai que sans Trump... En général, le G7, c'est assez soporifique. Bon, là, il y a une petite... Il y a un peu plus d'animation. Il y a un peu plus d'animation, voilà. Mais il y a du vent, c'est du vent. Mais Évian, c'est très bien pour ça. Parfait. S'il n'y avait pas eu d'accord annoncé, Donald Trump n'aurait sans doute pas fait le déplacement non plus. Donc voilà. Donc je pense qu'il se serait contenté de déclarations sur le détroit d'Ormuz qu'il faut ouvrir et peut-être qu'il se serait intéressé un peu plus sérieusement à la Russie, à l'Ukraine. Sauf Méric, ils avaient décalé pour son anniversaire, donc ça aurait été mal élevé quand même de ne pas venir. Non, s'il n'y avait pas eu d'accord. Ah oui, d'accord. Parce que jusqu'à l'annonce de l'accord, on ne savait pas si Donald Trump allait faire le déplacement. Oui, mais ils avaient repoussé pour lui, donc ne pas venir après qu'on ait dépoussé pour... Donald Trump n'est pas à ça près. Pour fêter dignement son anniversaire à la Maison-Blanche. Il y a encore un réel enjeu, justement, de ces sommets du G7. Ça sert encore à quelque chose? Parce qu'on a l'impression qu'en effet, il y a beaucoup de déclarations. Ouais. Mais sur le terrain, le G7 me passe un petit peu au-dessus. Je sais pas. Je trouve pas que ce soit les réunions les plus importantes où les plus grosses décisions sont prises, ou en tout cas qu'il y ait des traces de vraies décisions qui ont été prises récemment. Je suis pas sûre. Non, il n'y a pas de grandes décisions qui sont prises, mais il y a des choses qui se disent. Oui, mais surtout en coulisses, pas tellement devant les caméras. Voilà, exactement. Que ça se passe. Exactement. Il y a des choses qui se disent et ça permet, si vous voulez, par exemple, je pense que la France va prendre
une petite couche, cette fois-ci, sur sa dette, puisque c'est l'Allemagne qui la finance. Et l'Allemagne, en fait, elle a un arbitrage à faire, c'est financer la dette française ou en payer le coût si la France saute. Et ce ratio, que les économistes examinent, va de plus en plus en défaveur du financement de la dette française par l'Allemagne. C'est un vrai sujet. On va en reparler un jour, mais ça, c'est une vraie bombe. Et je pense qu'avoir 6 ou 7 ministres de l'économie ou des présidents ou des chefs de gouvernement qui disent à peu près la même chose au même moment à 2-3 personnes, ça joue un petit peu. Ça veut dire qu'il y a un moment où ça va finir par s'annuler finalement, ces sommets du G7. Pour l'instant, ils ont leur utilité. C'est comme l'ONU, les choses se disent en coulisses. L'ONU ne sert à rien en officiel et ça se dit en coulisses. Là, Donald Trump va rencontrer Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien. Ils vont parler de la bande de Gaza. Ça fait longtemps que la bande de Gaza n'est plus à la une des pro-palestiniens, oui, mais pas à l'ordre du jour. C'est quand même pas une mauvaise chose qu'on discute de l'avenir de la bande de Gaza, même si Israël n'est pas présent à ce G7, ce qu'on peut déplorer, bien sûr. En tout cas, des choses se décident peut-être pas, mais se dessinent en coulisses du G7. Est-ce que justement, certains pays pourraient, alors qu'ils sont complètement hors sujet, entre guillemets, de cet accord entre que ce soit le Liban et Israël, l'Iran et les États-Unis, est-ce que certains pays pourraient en profiter justement pour essayer de s'introduire et de jouer un rôle dans ces accords? C'est ce que la France essaye de faire, toujours d'ailleurs. Ils utilisent toujours ces plateformes-là pour montrer qu'ils sont là, qu'ils sont présents, pour trouver des solutions et pour être le médiateur diplomatique. Il y a des pays comme ça qui utilisent en effet ces plateformes pour un effet marketing, j'appelle ça. C'est du m'as-tu vu et c'est du je suis là, je suis présent, je suis dans le game quelque part. Et peut-être qu'en effet, oui, ça a cette utilité-là, ces réunions. Le G7, c'est économique, hein, c'est important de le rappeler. Et donc, on parle de gros sous, là. Ce n'est pas des accords diplomatiques qui vont se dessiner là, même si ça joue aussi. Mais voilà, c'est surtout de parler. Et je pense que c'est important pour le G7 et les pays invités, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays qui ne sont pas partie du G7 qui sont là, de parler des dettes, des problèmes financiers, économiques de ces pays. C'est pour ça que je parlais de la bande de Gaza, parce que c'est effectivement aussi un souci économique pour l'Égypte notamment, pour les Palestiniens, et ça va peut-être faire avancer les choses pour Israël aussi. Le G7, donc, qui se poursuit à l'heure à laquelle on parle à Évian, en France. L'autre actualité sécuritaire ici en Israël, c'est la tentative d'une attaque à la voiture bélier. Un Palestinien originaire de la ville de Bethléem a tenté de foncer, vous le voyez, sur des policiers israéliens en Judée-Samarie. Ça s'est passé dans le nord de la ville de Moudine. Il a d'abord percuté plusieurs véhicules, vous le voyez, de police, avant de tenter de renverser des agents qui étaient présents sur place. Il a été neutralisé et arrêté par les forces israéliennes présentes donc sur ce lieu. Et dans le même temps, Tsahal affirme avoir détruit cette fois 18 ateliers de fabrication d'armes. Ça s'est passé en Cisjordanie dans le cadre d'une opération antiterroriste qui a été menée cette nuit dans la région de Naplouse. Selon l'armée israélienne, 18 tours industriels utilisés donc pour fabriquer des armes, pour fabriquer aussi des explosifs, ont donc été localisés puis détruits par les forces de Tsahal, notamment dans le cours de Balata et de Ras al-Ain. Des pièces d'armes ont également été saisies par les forces de Tsahal. Alors, on parlait de Gaza, le dossier qu'on parle peu, évidemment, les yeux sont tournés vers le Liban et l'Iran. Est-ce que justement aussi le dossier de Judée-Samarie, où il y a constamment, ou beaucoup en tout cas, d'attaques et des tentatives d'attaques, est-ce que c'est un front qui est encore silencieux face à l'armée israélienne? C'est le front le plus problématique en réalité, parce que c'est un front où la communauté internationale et le droit à se défendre d'Israël n'est pas en ligne. Le Liban, on se fait attaquer, Gaza, on se fait attaquer, l'Iran, on se fait attaquer. On répond, il y a des gens qui disent qu'on répond plus ou moins fort, mais c'est simple. Là, on a un vrai sujet qui est assez compliqué à expliquer, parce que la réalité, c'est qu'on occupe parce qu'on avait été attaqué, mais en même temps, on a un gouvernement qui n'est pas très ouvert à un État palestinien. Je ne prends pas de jugement, c'est un fait. Et là, le problème est à la fois diplomatique et militaire. Sans occupation, on aurait le 7 octobre, c'est une certitude, et l'occupation est un problème qui fait qu'Israël est assez critiqué par l'Europe et les États-Unis sur ce sujet. C'est un problème vraiment compliqué pour le coup. Et pointé du doigt constamment. C'est un vrai problème aussi parce qu'il n'y a pas de frontières claires. C'est-à-dire que
Gaza, on ferme la frontière, on laisse plus passer personne, surtout après le 7 octobre. Dans le nord, il y a la frontière Liban. On a rajouté des zones tampons d'ailleurs partout, avec la Syrie aussi. L'Iran, c'est à 2000 km et la Judée-Samarie ou Cisjordanie, selon l'appellation qu'on choisit, c'est imbriqué finalement. Il n'y a pas une frontière très claire. Il y a des implantations israéliennes dans ce territoire, donc la présence des forces de sécurité très importante. Il se dit dans les milieux sécuritaires que si Israël doit se retirer du Liban, ce qu'ils n'espèrent pas dans les milieux sécuritaires, le focus sera mis très très fort sur la bande de Gaza pour essayer d'atténuer l'autorité du Hamas sur place, mais aussi en Cisjordanie parce qu'on sent que des choses se passent là. Est-ce que le Hamas n'arrive plus à faire dans la bande de Gaza? Il tente de le faire du côté des territoires. Donc c'est en tout cas ce qui est en train de se préparer sur le papier. Ça veut dire que c'est pris assez au sérieux, vraisemblablement, par l'armée israélienne? Oui, à chaque fois qu'il y a une sorte de situation qui commence à s'enflammer, que ce soit au Liban ou que ce soit à Gaza, il y a toujours des troupes qui sont déployées dans ces zones-là parce que justement, il y a une crainte que tout s'enflamme en fait et que ce soit juste comme un incendie qu'on ne peut plus arrêter et qui serait très très difficile à contrôler. Parce qu'en fait, comme Meryl disait, c'est entremêlé. Tout le monde vit ensemble, plus ou moins, et donc il n'y a pas de frontières claires. On ne sait pas où ça s'arrête. Je tiens juste à dire en une phrase que depuis le 7 octobre, il y a des attentats qui partent de Cisjordanie, mais il n'y a pas eu de soulèvement, il n'y a pas eu d'intifada. Et c'est alors bien la crainte d'Israël. Oui, mais c'est grâce aux opérations antiterroristes menées par les forces israéliennes. Il faut dire les choses. Alors évidemment, c'est décrié à l'étranger. Mais sans cela, il y aurait eu évidemment une intifada et toutes ces organisations terroristes auraient réussi sans doute à soulever la population, une partie de la population palestinienne. C'était la crainte justement du gouvernement israélien qu'après le 7 octobre, il y ait la même situation de crise qu'on a vue notamment pendant l'opération Gardien du Mur avec des rébellions donc, entre Arabes, Israéliens, etc. Daniel, vous vouliez rajouter? Oui, je voulais dire, donc c'est un problème vraiment compliqué. C'est le cœur historique du peuple juif. Il y a un symbole, je prends même de Jérusalem-Est, de Hébron, de plein d'endroits. Et les frontières sont extrêmement proches d'Israël. Jérusalem, c'est 1 kilomètre. Netanya, c'est 20 kilomètres. Il n'y a pas la profondeur qui était déjà pas très grande, qu'il y avait entre Gaza et Tel Aviv et Jérusalem. Donc, c'est un problème d'une complexité qui est inouïe. Oui, c'est le seul vrai problème d'Israël en réalité. Les autres problèmes sont des problèmes militaires et diplomatiques gérables, on va dire. Voilà. L'armée israélienne qui donc poursuit ses opérations, on l'a vu encore cette nuit près de Naplouse. L'Eurosatory a commencé hier, ça se passe à Villepin, près de Paris. Le Salon de la Défense et de la Sécurité accueille, on le rappelle, des entreprises de défense du monde entier. Le thème cette année, c'est innovation et coopération, préparer la défense de demain. Et parmi les représentants, il y a évidemment des entreprises israéliennes, 12 stands au total qui sont présents. Et parmi elles, il y a Hashtag System et nous sommes avec son PDG. Bonsoir, Erez Riahi. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on a vu que malheureusement, encore, les entreprises israéliennes ont été bloquées par les organisateurs sur fond de tensions entre Paris et Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé hier lors de l'ouverture? C'était un peu difficile. En fait, toutes les sociétés qui sont pas en contact direct avec la défense antiaérienne ont été fermées. Pas seulement ceux qui attaquent, mais aussi ceux qui défendent dans une définition qui n'est pas uniquement de la défense antiaérienne ont été fermées. En plus, je pense que quelque chose comme 15 sociétés ont été fermées hier. Je suis passé là-bas, c'était assez triste de voir les murs blancs autour des stands des sociétés israéliennes. Et moi, je me rappelle l'Eurosatory il y a 10 et 15 ans. C'était vraiment la grande fête des industriels israéliens. Et malheureusement, cette année, c'est vraiment limité. Beaucoup de sociétés ont dû enlever leurs produits, en fait, et sont plus ou moins vides, même ceux qui sont restés ouverts. Nos sociétés s'occupent spécialement de défense antiaérienne, anti-drone, donc on a pu rester avec tout notre matériau et tout ce qu'il fallait. Alors, comment vous avez réagi personnellement? C'est difficile, on va dire que j'habite en Israël depuis 30 ans, donc c'est vraiment israélien à 100%, mais bon, j'ai grandi en France, je pense que la majorité des gens qui nous écoutent, et c'est difficile pour moi de comprendre à quel point la situation entre la France et Israël est tellement mauvaise aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment dommage. Et oui, c'est pas agréable. En fait, c'est le plus grand stand du monde, c'est 2600 compagnies qui sont ici. C'est vraiment la grande fête du secteur qui arrive une fois tous les 2 ans.
Et le fait que nous, en tant qu'Israéliens, on se sent vraiment à côté, une sorte de paria, c'est vraiment pas une bonne impression. Et je dois vous dire qu'en fait, la limitation du gouvernement israélien, le gouvernement français était né qu'il y a une semaine. Jusqu'avant, on ne savait pas qu'il y avait une limitation. Et donc, il y a plein de sociétés qui ne sont pas dans le domaine, qui ont dû fermer, ils ont tout payé, ils n'ont pas reçu de leur argent et ils ont perdu plein d'opportunités commerciales. Donc, effectivement, c'est difficile. Alors, vous êtes à la tête de Hashtag System. Alors, qu'est-ce que votre entreprise propose? La société, en fait, développe un canon laser qui permet de faire des trous facilement dans des drones par un laser à une distance de à peu près 1 km. Et donc, après 1 km, on va trouver le drone à quelque chose comme 5 fois par seconde. Et on va réussir à le faire tomber entre 1 et 2 secondes. N'importe quel deal de drone, ça ne change pas comment il a été activé. Et donc, c'est quelque chose qui est très nouveau, qui est innovatif même au niveau mondial. C'est la première fois qu'il y a un laser pulse, ça s'appelle en fait en 1 centième de seconde, qui a réussi à faire un trou dans un drone à une si longue distance. C'est ce que nous faisons en fait. Ça veut dire que ça pourrait donc répondre à la menace actuelle que l'on voit du Hezbollah et de leurs drones qui sont tirés quasi quotidiennement sur Israël et sur les soldats. C'est une réponse en fait internationale, évidemment aussi en Israël, au problème des drones, avec ce qu'on appelle un hard kill, ça veut dire tuer le drone de façon physique et pas essayer de le changer ou de le brouiller. Et donc c'est une solution qui peut être internationale. On le voit ici dans l'Eurosatory, il y a des dizaines, voire plus de 100, on a dit plus de 200 compagnies qui s'occupent en fait du compteur UAV, de ce qui est anti-drone. Notre solution est très 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 innovante et très nouvelle. Et évidemment, sur n'importe quel terrain d'opération, que ce soit en Europe, et en Ukraine, en Israël, et partout ailleurs, les drones sont vraiment un danger, et dans l'armée, et aussi pour Homeland Security, pour la sécurité intérieure de n'importe quel pays aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est destiné à la fois à des entreprises israéliennes, mais aussi des entreprises étrangères. Nous travaillons avec énormément de clients en Europe, aux États-Unis, en Asie, et on peut vendre ça à des compteurs UAV, on vend ça directement aussi à des armées. Notre solution est vraiment, vraiment demandée. C'est vous dire qu'on passe des journées très, très, très intenses, de 8h du matin jusqu'à maintenant 5h30 du soir, et on ne s'arrête pas, et il y a énormément d'intérêt dans ce que nous faisons. Et je pense que le fait qu'on soit israélien n'est qu'un avantage. Et les gens vraiment profitent et sont vraiment heureux de pouvoir travailler avec des Israéliens. Alors justement, depuis hier, depuis le début de ce salon, qui sont les personnes, quels sont les profils à qui vous avez présenté votre technologie, votre innovation? Nous montons en fait notre système et à des armées de différents pays, occidentales ou autres, selon évidemment ce que nous avons comme licence du ministère israélien de la Défense, et aussi à des grandes entreprises qui peuvent prendre en fait notre laser et l'intégrer dans un véhicule. Par exemple, nous avons déjà un système qui est mis sur un véhicule allemand et qui est montré en fait ici à l'Eurosatory. On prend des clients, on les amène aussi avec nos amis allemands. Et ça peut être aussi n'importe quel système en fait de compteur UAV, anti-drone, qui peut comprendre avec des radars, etc. Donc en fait, on travaille et avec des gros intégrateurs internationaux et directement aussi avec les armées, selon les licences que nous avons du ministère de la Défense. Ça veut dire que malgré le contexte compliqué pour Israël, le Made in Israël, justement dans ce domaine de la défense, ça fait toujours vendre. Le Made in Israël fait vendre plus que jamais. Vous savez que l'année dernière, on a reçu plus de 20 milliards d'Israël. Alors, sur plus de $1 milliard de commandes, c'est vraiment le record absolu et ça grandit par 30-40% par an, c'est incroyable. Et je pense qu'après, tous les façades diplomatiques, etc., les gens de l'armée, les gens qui sont dedans comprennent à quel point Israël a du combat de province, a été prouvé sur le combat, quel avantage et le niveau aussi industriel et technologique des sociétés israéliennes. Donc effectivement, être israélien au salon, c'est une très bonne impression. J'ai juste une mauvaise impression quand on passe autour de tous les stands bâchés et l'impression qu'on n'a pas aussi de pavillon national, contrairement à quasiment tous les pays du monde. Donc c'est assez difficile du point de vue diplomatique et pour l'intérieur en fait du cœur, mais du point de vue commercial, vraiment dans une très très bonne période. On espère que les gars dans le monde vont se calmer, que la période va un peu se calmer. Vous savez, l'Eurosatory cette année a plus de 800 nouveaux sociétés qui viennent par rapport à ce qu'il y a 2 ans. C'est énorme. Tout ce qui est en fait le commerce de la défense aujourd'hui est en essor incroyable. Eh bien, merci beaucoup, Erez Riahi, d'avoir été avec nous, donc PDG de Hashtag System, et bon courage pour la suite donc de ce salon Eurosatory qui se poursuit à Villepinte. Daniel, ça veut dire que finalement, c'est une belle réponse aussi de voir que, ok, il y a des boycotts, mais au final, ça fait quand même vendre toujours Israël. Absolument, on a eu cette discussion la dernière fois sur le boycott, qui était créateur de richesses pour les pays boycottés, s'ils avaient les capacités de développer quelque chose. Mais je tiens à dire une chose, je suis rarement furieux
et blessés. Ce que la France a fait là à Eurosatory est une honte absolue. Parce que d'abord, ça ne sert à rien. Israël bat des records en termes de vente. Derrière les palissades, au contraire, viennent des pays arabes signer des achats d'armes israéliens. C'est une humiliation sans nom. C'est-à-dire, ça rappelle des choses, ça rappelle les ghettos, ça rappelle l'humiliation, des simples panneaux en bois. Je ne sais pas quoi dire, ça a été déjà le cas l'année dernière. J'ai ressenti quelque chose, une humiliation profonde, comme j'en avais pas ressenti depuis très très longtemps sur Israël et les Juifs. C'est une honte absolue. Voilà. Là, c'est pas un commentaire, c'est un ressenti. Il y a quelque chose du domaine du symbole, de tout ce qui nous est arrivé. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête et ça va se payer très 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 cher, je pense, entre la France et Israël sur ça. On peut faire de la diplomatie, on peut dire des choses, on peut. Le rappel d'un ambassadeur est pour moi moins grave que ce qui vient de se passer ici. C'est la double peine là, parce qu'il y a 2 semaines, il disait donc que les Israéliens, enfin que l'État d'Israël n'allait pas être représenté, c'est-à-dire pas de pavillon, comme l'a dit votre invité sur place. Des entreprises ont réussi à titre personnel à avoir l'autorisation si elles ne présentaient que des armes défensives. Ça a été le cas. Hein. Tous ceux qui ont monté leur stand, c'est ce qu'ils ont fait. Et au final, le jour de l'ouverture, ils arrivent et leurs stands sont bâchés. L'humiliation. Voilà. Et je trouve que vraiment, c'est l'incompréhension. Enfin, voilà, Non, c'est la volonté d'humilier, de montrer, de rabaisser. Voilà. Après, on est toujours heureux d'entendre qu'Israël continue à vendre. Et on en avait parlé aussi. Ils en vendent d'ailleurs dans les hôtels à côté. Ils n'ont pas besoin d'être sur le salon pour continuer à passer des contrats. Mais c'est vrai que là, c'est une humiliation publique. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est une voie de non-retour, vous pensez, Anna, dans la relation entre Paris et Jérusalem ? Sur le court terme, oui. Tant que Macron est là. Tant que Macron est sûr. là. C'est exactement ça. Tant que Macron est là, je ne suis pas sûre que ça puisse se réparer ou se faire pardonner ou d'une manière ou d'une autre, aller mieux. Je suis assez d'accord avec ce que Daniel vient de dire. C'est humiliant. Et surtout, ça n'a aucun sens puisqu'il y avait déjà eu des autorisations, donc c'était prévu qu'il soit là, donc il n'y a aucune surprise, il n'y a pas de tricherie. C'est juste une volonté, en fait, de dire bah non, en fait, tu n'as pas le droit. Et pourquoi ? Parce que tu es israélien. Et en effet, c'est très humiliant. Maintenant, là où on peut, en effet, s'enorgueillir, c'est de se dire que finalement, il y a des problèmes diplomatiques. Et encore une fois, dans le côté business, on se rend compte en fait de la technologie israélienne, qu'elle est innovative, qu'elle est en avance sur son temps. Et donc, que le fait que ce soit reconnu, au moins par les business qui arrivent à se faire signer dans ce salon ou même dans les hôtels à côté, comme dit Mary, c'est quand même une satisfaction qu'il faut garder en tête. Dans ce contexte d'humiliation d'Israël, d'humiliation des Juifs aussi, il y a la chaîne hôtelière britannique Travelodge qui a présenté ses excuses 10 jours après que des clients juifs aient découvert des messages Free Palestine sur les écrans de télévision de leur chambre dans l'un de ces établissements londoniens. Des accusations d'antisémitisme avaient été lancées. Une plainte a été déposée auprès de la police. La correspondance d'Alexander Seals depuis Londres. Oui, une polémique qui touche le groupe hôtellerie britannique Travelodge après un incident dans un établissement du nord de Londres. Un client juif orthodoxe affirme avoir découvert le message Free Palestine affiché comme message d'accueil sur l'écran de télévision de sa chambre lorsqu'il est arrivé à l'hôtel de Manor House près de Finsbury Park au nord de la capitale britannique. L'affaire a rapidement été relayée par l'organisation de sécurité communautaire juive Shomrim, qui évoque un possible acte antisémite. Le client, lui, estime avoir été visé en raison de son apparence religieuse. De son côté, Travelodge a présenté ses excuses et affirme prendre l'incident très au sérieux. Le groupe a ouvert une enquête interne pour comprendre comment le message a pu apparaître sur le système de télévision de la chambre. Cette affaire intervient dans un climat déjà très tendu au Royaume-Uni depuis le 7 octobre et la guerre à Gaza, avec une forte augmentation des signalements d'actes antisémites. Reste maintenant à déterminer s'il s'agissait d'un message diffusé plus largement ou d'un acte ciblé contre un client juif.
Et on termine avec un mot du mondial de foot. On est obligé puisque ce soir, c'est le premier match de la France. Et comme en 2002, les Bleus affronteront le Sénégal. Ce sera au stade de New York. Match à suivre à 22h, heure israélienne. Les Français qui affronteront aussi l'Irak et la Norvège. C'est la fin de cette édition des Décrypteurs. Merci Anna Fellouz d'avoir été avec nous, chroniqueuse. Merci Myriam Aman, journaliste, rédactrice en chef i24 News. Et merci Daniel Abitbol, auteur et chef d'entreprise, d'avoir été avec nous ce soir. La suite de l'info continue évidemment sur i24 News. Restez avec nous. À tout à l'heure.